Ça va? Ça va. Oui. Alors vous êtes chez vous ici. Oui. Ouais, on le dit souvent. Hein. Mais quand vous étiez chez vous dans les studios de France 3, où Également. vous nous délivriez avec humour des billets sur la météo ou sur les courses hippiques. Avec humour, ça dépend pour qui. Ah, ça dépend pour qui, oui c'est vrai. Comme vous étiez chez vous aussi sur les terrains de golf, vous avez été grand sportif. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il est chez le libraire, mais il y avait ce fameux jeu, quiz sur le golf, que j'ai trouvé, moi je ne suis pas du tout golfeur, et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'effectivement on découvre le monde du golf. On peut se le lire, lire question par question sans avoir à connaître forcément le golf. Donc ça peut être très intéressant. Vous êtes l'auteur d'une série consacrée à Anselme Villoc, le flic de papier, et vous venez de publier aux éditions Kern l'extravagante histoire de Lucia Fancini, qui est le récit d'enfance d'un jeune homme qui s'appelle Léonard, ce qui nous ramène peut-être un petit peu dans l'univers aussi de Villoc finalement. Qu'est-ce Léonard? Ah oui, tout à fait. Léonard, c'est un garçon que l'on a rencontré pour les nombreux lecteurs qui ont lu toute mon œuvre, dans La place de l'autre. À la place de l'autre, il y a Léonard qui arrive à résoudre une affaire improbable et dont Anselme Villoc ne trouve pas les tenants ni les aboutissants. Et en effet, Léonard arrive à régler cette histoire par son coup de crayon. Il a un coup de crayon formidable et il a un don. Et grâce à ce don, il enlève une épine du pied donc, à ce brave Anselme Villoc, qui, comme chacun sait, n'a pas une intuition formidable, mais il arrive toujours à se débrouiller. Et Anselme demande à Léonard, donc, mais ce don est formidable, donc, il lui demande de raconter son histoire. Et à force d'insister, eh bien, Léonard va raconter son histoire à travers l'extravagante histoire de Lucia Fancini. Alors on va revenir dans les années 50, en 1956 exactement, quand une famille d'Italiens va débarquer à côté de chez lui, à Codéran, donc à Bordeaux, qui était une commune, hein, qui n'était pas rattachée à Bordeaux à l'époque. Et ce Léonard va voir donc cette Lucia Fancini qui, à son âge, débarquer à côté de lui, une belle jeune fille qui se dit tiens, je vais avoir dans mon école cette fille, c'est une chance. Et tout d'un coup, en la regardant, il éprouve un besoin irrépressible de la dessiner. Parce qu'il avait déjà il dessinait tout le quartier, comme ça, parce qu'il aimait dessiner. Mais ce dessin va être totalement différent. Cette famille italienne, elle débarque pas n'importe où, elle débarque à Codéran. Alors c'est évidemment l'occasion pour nous de découvrir cette petite ville de la banlieue bordelaise qu'on a souvent qualifiée de Neuilly bordelais, et vous vous élevez en fou contre cette idée. En fait, on y trouvait tout un univers de droguistes, de confiseurs. C'est dans cet univers-là que grandit Léonard. Ben oui, parce que Codéran était l'endroit le plus proche de la mer, quoi, du bassin. On y est tout de suite. Donc en effet, il y avait peut-être une classe un peu plus aisée. Mais moi j'ai été élevé par un pâtissier, un grand-père pâtissier qui était donc justement en bordure, hein, sur les boulevards. Moi petit, j'ai jamais senti l'argent couler à flot dans ce quartier. Mais c'est un quartier très agréable et c'est un quartier qui perd un peu de sa superbe actuellement puisqu'il n'a pas le tram. Et c'est vrai qu'au niveau, si on veut revenir à des considérations bassement matérielles, eh bien le prix du mètre carré est en train de baisser à cause justement de ce tram. C'est un trivial. Voilà, nous sommes dans le trivial. Bon, mais oui, alors donc Codéran en effet est une commune très agréable où et tout ce que je raconte là, en effet, cette année 56, je m'en souviens parfaitement parce que j'avais 6 ans. Donc, pour ceux qui sont bons en maths, on se doute à peu près en quelle année je suis né. Et cet hiver 56 a marqué vraiment une génération dont je fais partie. Et je peux même vous donner le prénom de ma maîtresse d'école à l'époque. Donc, je me souviens vraiment de tout ça.
On ne va pas vous demander le nom de votre maîtresse d'école. Par contre, on va revenir un peu à Léonard, parce que on parle vous avez parlé de son don, mais quand il le découvre, son don, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ses doigts avaient frémi quand il a voulu dessiner son prof de gym. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Vous en souvenez? Oui, alors, en fait, quand il dessine, ce garçon, alors je peux pas, c'est très compliqué de parler d'un roman à suspense, entre guillemets, parce que si on en dit trop, on spoilie, comme on dit l'histoire. Si on n'en dit pas assez, on arrête l'interview tout de suite. Alors donc, en effet, il a un don. Et le fait de dessiner ses profs, quand il dessine son prof de gym, il a une sensation en effet de fourmillement dans les doigts. Fourmillement qu'il a. Mais c'est là qu'il le découvre. Hein. C'est là qu'il découvre, et fourmillement qu'il va également ressentir avec Lucia, sa voisine. Et donc chaque fois qu'il a ça, alors pour lui finalement, ça va devenir un handicap. Parce que c'est pas parce qu'on a des dons de médiumnité, entre guillemets, que l'on est heureux, loin de là. C'est ce que je veux un peu dire à travers ce texte aussi. Oui, effectivement, c'est carrément un handicap. Alors dans ce roman, il y a la grande histoire qui s'invite à travers une partie de cette famille de Franchini. Il y a une partie qui est grecque. Et donc on va être amené à découvrir une partie très surprenante de la guerre de 40, où Grecs et Allemands ont joué une partie qu'on ignore peut-être. Oui, la plupart, enfin, beaucoup de gens pensent que Hitler a perdu la guerre en étant arrêté par l'hiver russe, ce qui est vrai. Mais pourquoi a-t-il été arrêté par l'hiver russe? Bonne question. Voilà, la question est là, et il y a une grosse partie de la réponse dans le texte, par la résistance des Grecs en effet, sur le conflit italo-grec. Au départ, en effet, ce sont les Italiens qui sont venus pour coloniser la Grèce, ou du moins la servir. Et ça s'est pas très bien passé. Alors c'est ce que je raconte en effet à travers mes personnages. Et de là, on va remonter sur l'arrivée de Lucia, qui est née à un certain moment, dans une certaine ville. C'était un très vilain jour, 1er avril 1944, à Thessalonique. Dans votre roman, alors Gary Shedman est un poète, il y a toujours de la poésie dans ses romans, mais il y a aussi des fois de la découverte de mots surprenants. Alors là, par exemple, je vais avoir du mal à le dire. Paraskevi des catriophotes, voilà. Paraskevi des catriophotes. Alors, ça demande une explication. Comment faire surgir ce genre de mots dans un roman? Qu'est-ce que c'est? Paraskevi des catriophobes, en effet, bon, il faut vous qui avez fait du grec, vous pouvez très bien scinder. Déjà, phobe, ça veut dire que on n'aime pas. On n'aime pas. Des catrio, ça veut dire qu'on est sur le 13. Oui, le 13. Et Paraskevi, il faut savoir que ça veut dire vendredi. Vendredi, en grec. Donc sur les gens qui ont horreur du vendredi 13. Voilà, ça existe. Alors, ça existe. Alors comment on peut le mettre dans un roman? Je me le demande toujours. Oui, il y a plein de choses qu'on peut se demander. Comment vous faites pour mettre ça dans un roman? Par exemple, les étranges manies de collectionneurs comme celle des peluches bleues de Nombril. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on découvre dans votre roman. Alors, sans la grande douleur du contexte, on retrouve la vitalité d'un sac de billes dans votre roman, et aussi une certaine nostalgie pour cette enfance codéranaise. Oui, c'est vrai que Joffo a eu plus de succès que Lucia Fancini, pour l'instant, déjà. Sait-on jamais. Alors, oui, la nostalgie de l'époque codéranaise, bien entendu. C'est un roman où il y a énormément cette nostalgie de l'enfance. Bien sûr, moi je suis très nostalgique de cette période, mais une nostalgie positive, en disant, je dis pas c'était mieux avant, mais je dis c'est pas mieux maintenant. Donc voilà, on en est là. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on a 6, 8, 10 ans, on voit la vie différemment, totalement. Et actuellement, j'ai tendance, en effet, à couper un petit peu toute source d'information, alors qu'à l'époque, non, j'étais beaucoup plus ouvert. Alors, on revient à notre question polar et dystopie. Ça va être compliqué pour vous, mais est-ce que vous pouvez projeter Anselme Villoc
dans le futur, parce que je pense qu'il y a un prochain vlog qui doit sortir bientôt. Est-ce que vous pourriez l'imaginer dans un futur proche et assez sombre? Honnêtement, Oui. non. Je ne suis pas de cette catégorie d'auteur qui va se projeter dans le malheur. Je pense déjà que c'est, comment dirais-je, assez compliqué de vivre bien et dans un bonheur relatif. Je pense que si on regarde autour de soi, si on écoute, on voit assez de catastrophes et de malheurs. Donc moi je suis plutôt dans le positif. Et donc je ne vois pas Anselme Villard se projeter dans le malheur, pas du tout. Le prochain, en revanche, dans le prochain, je vais l'amener en Afrique, au Gabon, sur l'équateur. Et là, ça va lui faire très drôle, oui. Il est fini le texte, il va s'appeler Sur des œufs de perroquet. D'accord. On sera heureux de retrouver Anselme Villard très bientôt. Moi, je rappelle quand même que ce roman, L'extravagante histoire de Lucia Pancini, c'est un roman très décalé, complètement différent des romans policiers, entre guillemets, que nous a offert Guy Reichenmann jusqu'à présent. Il y a effectivement beaucoup de tendresse dans cette approche du personnage de Léonard. Merci beaucoup Guy Reichenmann. Merci. Merci Lionel.